Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Depuis les indépendances dans les années 1960, la question de la place qui doit être faite aux groupes ethniques dans la formation et la gouvernance de l'État en Afrique francophone se pose encore avec acuité. Elle s'impose dans le débat politique et démocratique, même si dans certains pays elle semble déjà être réglée par le droit. En cause, au sortir des indépendances dans les années 1960 jusqu'en 1990, les constituants africains ignorent le fait ethnique par mimétisme juridique, car les outils juridiques adoptés, notamment les dispositions constitutionnelles et autres instruments juridiques sont calqués sur le système occidental. Cette méconnaissance du fait ethnique a entraîné les États francophones d'Afrique dans de nombreuses crises ethnopolitiques, tirant souvent leur origine des revendications des groupes ethniques, M. Tshiyembe, 2009, qui réclament chacun la meilleure représentation possible au sommet de l'État, Gerosatanga Rigno 2010. En témoignent les crises sociopolitiques enregistrées depuis les indépendances en République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, notamment le séparatisme katangais intervenu 2 semaines après l'accession du pays à la souveraineté internationale en 1960, orchestré par Moïse Tshombe qui, en mettant en place un parti politique sur des bases ethniques, va procéder à l'autodétermination de la province du Katanga. Les mêmes tensions ethnopolitiques ont également conduit les dirigeants locaux de la région du Kasaï, située au centre de la rez-de-chaussée, à proclamer son indépendance en août 1960 sous l'égide de Albert Kalonji. D'autres conflits ethnopolitiques plus récents, toujours meurtrières, observés entre Hutus et Tutsis au Rwanda, ayant conduit à la fois à l'assassinat du président Juvénal Habyarimana et au génocide des Tutsis dont le bilan s'élève à près d'1 million de morts entre avril et juillet 1994, la guerre civile du Burundi de 1993 qui coïncide avec l'assassinat du président Melchior Ndadaye, la crise camerounaise, opposant systématiquement les fractions du nord et du sud du pays, ainsi que la guerre civile de 1997 ou les rébellions ethniques au Congo-Brazzaville, pour ne citer que cela, montrent bien la difficulté que soulève la question de la gestion du fait ethnique dans la gouvernance de l'État et freine la construction de l'État-nation en Afrique francophone. Dès lors, à l'heure du grand questionnement sur les rapports entre fait ethnique, droit public et gouvernance de l'État en Afrique francophone, il est indispensable de marquer un temps d'arrêt sur les notions de fait ethnique et de droit public pour mieux saisir les contours de cette étude. Ainsi, cette étude n'entend pas s'attarder sur les différentes approches de la notion d'ethnie, qui renvoie souvent à une communauté d'individus descendants d'un ancêtre commun, caractérisée par une homogénéité culturelle et rattachée à un territoire donné qui constitue le socle de leur identité. Elle appréhende le fait ethnique comme la revendication identitaire par une ethnie, ayant souvent un caractère politique, à être reconnue comme telle dans la formation et la gestion de l'État. Cette revendication est souvent l'objet de conflits, de guerres civiles et dans une moindre mesure des coups d'État, surtout lorsqu'elle est instrumentalisée par des dirigeants politiques. À tel point que le fait ethnique peut dans une certaine mesure conduire à la reconnaissance de la personnalité juridique à une ethnie, notamment lorsque l'ethnie devient le critère ou l'élément structurant de l'organisation constitutionnelle et administrative de l'État, comme en Éthiopie. En outre, si le droit public peut s'entendre comme le droit de la chose publique, ou de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion de l'État, de l'administration et des collectivités locales, sa présentation dans le cadre de cette étude nécessite d'opérer des choix. Autrement dit, cette étude s'intéresse au droit public africain essentiellement dans sa dimension constitutionnelle et administrative. Il s'agit là d'une approche certes réductrice du droit public, mais qui mérite d'être clarifiée sous 2 aspects. Tout d'abord, cette étude invite à situer le droit public sous l'angle de la théorie générale de l'État, pour analyser les rapports entre le fait ethnique et les structures de l'État africain. Ensuite, elle entend envisager le droit public en Afrique francophone sous l'angle de sa technicité, notamment à travers des dispositions constitutionnelles, administratives, ainsi que des mécanismes juridiques originaux qui font la particularité du droit public africain. Cependant, s'il est clairement établi qu'en Afrique l'ethnicité, en tant que phénomène social, est une réalité vivante qui fait et défait le pouvoir politique,
une analyse du droit public et de la gouvernance de l'État africain serait donc vouée à l'échec si elle n'intégrait pas les composantes socio-culturelles des pays africains. Ainsi, cet ouvrage vise, dans un cadre étatique fortement diversifié, à mettre en évidence les moyens par lesquels le droit public, dans ses dimensions constitutionnelles et administratives, encadre une réalité sociologique, le fait ethnique, et détermine les règles de partage du pouvoir pour une gestion optimale de l'État afin de prévenir ou de résoudre les conflits. Ainsi, s'il est clairement établi que dans certains pays tels que la Belgique, Kosovo ou encore le Liban, la question de la gestion de la diversité des identités est réglée par le droit, notamment les textes fondamentaux de ces pays. En Afrique, comme déjà indiqué, cette question a été ignorée par les constituants de 1960 à 1990, elle est restée à tous les points de vue une réalité vivante durant cette période. Cette situation résulte de l'échec de la formation de l'État-nation africain, qui ignore les réalités sociales africaines, notamment le fait ethnique, car construit à partir d'un modèle importé. Dans le discours politique, le fait ethnique apparaît à travers les notions qui soit le rejettent comme abasse le tribalisme, abasse le régionalisme, ou soit l'instrumentalise comme au Congo avec l'apparition dans les années 1960 du socialisme bantou, qui a finalement abouti sur l'idée selon laquelle l'ethnie majoritaire doit gouverner. On le voit, le fait ethnique est compris dans sa dimension politique mais manque de cadre légal. Ce qui a conduit à son instrumentalisation politique et à l'ethnocentrisme dans la gestion des affaires publiques, donc des conflits ethnopolitiques comme l'écrivait Olivier Mbodo, 2007. Les confrontations sanglantes qui se déroulent en sol africain sont souvent les conséquences de l'instrumentalisation du fait ethnique par le pouvoir colonial et par l'État postcolonial africain. En ce sens que, poursuit-il, la pratique qui consiste à transformer des identités ethniques en moyens administratifs ou politiques est productrice de violence et de mort. La situation prend une autre tournure au début des années 1990, qui marque la transition politique du monopartisme vers le multipartisme, avec l'organisation dans certains pays des conférences nationales, sorte de palabres constituantes, et concourt progressivement à l'encadrement juridique du fait ethnique, surtout à partir du génocide rwandais de 1994 pour corriger les errements du passé, en conciliant le système importé avec les réalités en action. Cette prise de conscience juridique du fait ethnique en Afrique francophone engage le droit public en général et les constituants en particulier dans l'innovation juridique, notamment par la création des nouveaux outils, voire la prise en compte des mécanismes traditionnels, pour intégrer la dynamique du fait ethnique dans le corpus juridique. Dans les cas du Rwanda et du Burundi par exemple, cette innovation a commencé dès les accords d'Arusha, Rwanda 1993 et Burundi 2000, qui concilient les belligérants en partageant le pouvoir entre Hutus et Tutsis, durant toute la période transitoire, jusqu'à la constitutionnalisation du fait ethnique par le constituant qui va lui donner un statut juridique. On trouve par exemple dans la constitution burundaise de 2005 une répartition du pouvoir à raison de 60% de Hutus et 40% de Tutsis dans la plupart des structures de l'État. Ainsi, l'article 129 dispose que le gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de ministres Hutus et au plus 40% de ministres Tutsis. Pareillement, l'article 164 précise que l'Assemblée nationale burundaise compte 100 députés dont 60% sont des Hutus et 40% des Tutsis. Le Sénat quant à lui est constitué, selon l'article 180, de 2 délégués de chaque province, issus des groupes ethniques différents. Il doit aussi comporter 3 personnes issues de l'ethnie Twa. L'article 143 prévoit la répartition des postes à raison de 60% au plus pour les Hutus et 40% au plus pour les Tutsis dans les administrations et entreprises publiques. On peut également mentionner le cas de la rez-de-chaussée, où la composition du gouvernement, selon la Constitution du 18 février 2006, doit tenir compte de la représentativité nationale, tout en reconnaissant l'autorité coutumière. La constitutionnalisation des chefferies traditionnelles au Niger ou au Congo-Brazzaville. De même, le préambule de la Constitution de Côte d'Ivoire de 2016 affirme que le peuple ivoirien tient compte de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et est résolu à construire une nation pluriethnique et pluriraciale. Il sera donc ici question d'analyser les différents textes juridiques, en particulier les constitutions, les lois,
les textes réglementaires qui régissent les pays francophones d'Afrique, afin de relever la prise en compte ou non du fait ethnique. C'est pourquoi nous nous proposons, pour saisir les rapports entre faits ethniques, droit public et gouvernance de l'État en Afrique francophone, de rendre compte dans la première partie de cet ouvrage, du mimétisme absolu ayant été à l'origine d'une ethnopolitique. La deuxième partie, quant à elle, sera consacrée au mimétisme relatif des années 1990 qui marque la naissance d'une rupture avec le système ancien. Enfin, la troisième partie s'intéressera aux innovations juridiques nées de la dynamique de ces deux mimétismes pour prendre en compte le fait ethnique dans la gestion des affaires publiques. Première partie, du mimétisme absolu à l'instrumentalisation politique du fait ethnique. Chapitre 1, le mimétisme institutionnel et juridique postcolonial, une cause de méconnaissance. Selon Vincent Negri et Isabelle Schulte-Tenkoff 2015, le terme mimétisme comporte des origines et des significations multiples et fait intervenir différentes disciplines des sciences sociales. Il fait alors l'objet d'une réflexion plus générale sur les règles qui fondent et organisent la société. En Afrique francophone, la doctrine mimétique, née après la décolonisation, désigne le mimétisme comme un processus d'élaboration des normes juridiques essentiellement basé sur l'importation des modèles juridiques occidentaux. Plus concrètement, le mimétisme juridique a été un moyen d'analyse de la nature de la vie politique et institutionnelle des États africains après les indépendances et dans les années 1990, qui marque la démocratisation de l'Afrique francophone. Il s'agit en réalité d'une situation coloniale, pour reprendre les mots de Georges Ballandier, qui a engendré une interférence du colonisateur dans l'organisation et le fonctionnement de la colonie, de sorte à déstabiliser les rapports de pouvoir. C'est dire que l'enjeu pour la puissance colonisatrice est de façonner le sujet colonisé à son image, tout en le maintenant à distance, dans la différence. En tout état de cause, le mimétisme consiste donc en un processus de reproduction plus ou moins conscient des comportements, tel que démontré par Georges Langrode 1973. Le mimétisme préfère se contenter de ce qui a déjà fait ses preuves et qu'on pense pouvoir améliorer en le modifiant, africanisant, modernisant et orientant vers les objectifs dérivés. Personne au monde ne peut se passer de l'expérience d'autrui. Il est aussi vrai que l'expérience d'autrui est peut-être communicable mais jamais transmissible. L'expérience d'autrui ne peut être maîtrisable par autrui. Par ces mots, Georges Langrode illustre parfaitement l'inapplicabilité des systèmes d'autrui. De ce fait, on peut se demander si les constituants africains francophones pouvaient copier le modèle occidental tout en ayant une prise en compte du fait ethnique. Pour répondre à cette question, il convient de s'appuyer sur la réflexion de certains auteurs qui pensent que la construction de l'État-nation en Afrique francophone a été fortement influencée par le modèle occidental, section 1. D'autres encore s'inscrivent sur la même lancée pour dire que les constitutions africaines ont été calquées sur le modèle du colonisateur, section 2. Ce mimétisme, nous montre-t-il, a été un échec sur le plan constitutionnel. Section 1, l'État-nation postcolonial, entre influence coloniale et réalité identitaire. À la question, qu'est-ce qu'un État-nation en Afrique ? Plusieurs auteurs répondent que c'est une forme d'organisation en crise d'identité, en ce sens qu'il a été construit sur des données qui lui sont complètement étrangères, notamment le modèle occidental. Ils pensent que l'influence de la colonisation reste l'un des facteurs majeurs pouvant justifier la crise actuelle de l'État-nation africain, dans la mesure où, au sortir de la décolonisation, on a pu souligner l'extension du modèle occidental de l'État-nation qui prétend être le cadre global d'un marché. L'État-nation africain est le fruit de l'expansion du processus de mondialisation ou de globalisation. Cette affirmation doit être nuancée. Il va de soi que l'adoption d'une telle organisation a plongé l'État africain dans une crise d'identité en ce qu'elle ignore les réalités sociales. La crise de l'État-nation africain est à rechercher dans ses origines. 1. Et elle a par ailleurs fait de l'État-nation postcolonial un échec. 2. 1. Les origines de l'État-nation africain. En Afrique, le constitutionnalisme de la première génération qui correspond à l'époque postcoloniale, se traduit du point de vue juridique, par la personnification ou la personnalisation de la nation. De ce fait,
Les constitutions africaines de la première génération sont en total déphasage avec les valeurs sociales, préférant personnifier la nation. On peut le voir avec ce syllogisme construit, M. Camteau 1987. Le chef de l'État incarne la nation majeure. Or la nation se confond à l'État, c'est l'État-nation mineur. Donc le chef de l'État incarne l'État, conclusion. Ceci fait partie de la formule selon laquelle le chef de l'État est le père de la nation. Cela est d'autant plus vrai que sous l'empire de Bokassa Ier en République centrafricaine, RCA, l'article 2 de la Constitution du 4 décembre 1976 énonce que la souveraineté appartient à la nation incarnée par l'empereur. Aussi, après les indépendances, l'article 6 de la Constitution gabonaise et l'article 8 de la Constitution ivoirienne prévoient que le président de la République incarne l'unité nationale. Ainsi, si l'État est la personnification juridique de la nation, les deux sont liés et forment un ensemble organique institué. C'est cette unité institutionnelle que Maurice Horiou, N. Foulquier 2009, divise en deux catégories de règles. D'un côté, la constitution politique, celle qui organise les pouvoirs publics, et de l'autre côté, la constitution sociale, celle qui détermine les principes d'organisation de l'ordre social, notamment les droits et libertés du citoyen. Ceci reflète l'idée de constitution nationale, c'est-à-dire celle qui est établie au nom de la nation et donc porteuse des valeurs sociales. Appliquée au contexte de l'État-nation africain considéré comme un modèle importé, la question de la réception de la constitution sociale peut se poser en ces termes. Si chaque État-nation se fonde sur ses propres valeurs, notamment la langue, la culture, l'histoire, et sur les spécificités propres à ses habitants, son importation ne serait-elle pas un chemin sans issue ? Pour y répondre, il convient d'abord d'examiner la question de l'apparition de la nation en Afrique, avant de relever que l'État-nation postcolonial est un modèle importé, b. La question de l'apparition de la nation en Afrique. Si la nation se définit, à en croire l'Académie française en 1694, comme l'ensemble des habitants d'un même État, d'un même pays, vivant sous les mêmes lois et utilisant le même langage, il n'est donc pas absurde de soutenir que l'idée de nation se rapporte aux spécificités culturelles ou historiques propres à chaque société. Ainsi, au Moyen Âge, le concept de nation est vu comme un groupe d'hommes qui ont ou à qui on attribue une origine commune. C'est un groupe d'individus unis par les liens du sang, qui partagent la même langue, la même culture et le même territoire. Le concept de nation a pris sa signification moderne en Europe au XVIIIe siècle, notamment après la Révolution française à travers deux conceptions classiques, à savoir, la conception française et la conception allemande. La conception française est d'abord et avant tout celle du vouloir vivre ensemble, déterminée non pas au sens originaire, notamment le lien du sang, l'ethnie, le territoire ou encore la culture, mais par l'adhésion volontaire et libre des peuples au principe d'une communauté politique. Il s'agit donc de ce que Sieyès qualifiait en 1789 de corps d'associés vivant sous une loi commune et représentés par un même législateur. À cette conception subjective de la nation s'oppose la conception objective, notamment la thèse allemande, élaborée par Johann Gottlieb Fichte qui place la nation sous le signe du déterminisme. La nation serait donc, à en croire cette thèse, déterminée à partir d'éléments objectifs, particulièrement la langue, la culture et l'histoire. La nation est ainsi une communauté dont les membres partagent les mêmes intérêts. D'où l'idée des nations autonomes, c'est-à-dire des nations objectivement déterminées, les communautés ethniques, où la langue est vue comme le moyen de souder le lien social, de véhiculer l'héritage commun d'histoire et de culture, et donc qui cimente l'unité du groupe. Partant de là, il est nécessaire de s'interroger sur la conception que l'on peut avoir de la nation en Afrique. S'agit-il de la nation au sens du volontarisme français ? Est-ce plutôt la nation au sens du déterminisme allemand ? Concrètement, l'idée de nation en Afrique se rapporte à son sens sociologique ou historique en ce qu'elle est liée aux spécificités historiques communes et aux réalités sociologiques. Plus encore, Papa Ogosek 1994 explique que si les nations peuvent être considérées comme le fruit de l'histoire, cette dernière est donc sans doute le résultat d'une éducation transmise par le biais de structures sociales traditionnelles propres à chaque peuple ou ethnie, et plus tard, à chaque ensemble pluriethnique qui dans les sociétés modernes se nomme nation. Cette pensée est l'agencement des deux conceptions de la nation ci-dessus évoquées.
D'une part, si l'on considère la nation comme une formation historique, on peut sans aucun doute affirmer que l'Afrique s'est construite à partir de ses propres valeurs ancestrales, ou encore de ses propres spécificités historiques, car il n'y a pas de peuple sans histoire, sans mémoire collective. Ceci révèle sans doute l'idée selon laquelle chaque société développe ses structures, ses formes de pensée comme d'expression, celles d'organisation sociale, économique, politique et culturelle, dans l'esprit de garantir la cohésion sociale et donc d'éviter les conflits. D'autre part, en suivant cette logique fondamentale, tout porte à croire que la nation est une communauté ethnique, c'est-à-dire un groupement d'individus qui partagent la même histoire et le même territoire. En outre, si ailleurs, notamment selon la conception allemande, la nation préexiste à l'État, en Afrique francophone, c'est l'État qui précède la nation. Autrement dit, en Afrique, l'État est le point de départ de la nation moderne, sa projection, donc sa personnification juridique. Ainsi, si l'État y est vu comme la matrice de la nation, c'est parce qu'il est le résultat du droit international qui en détermine le cadre politique et juridique, notamment avec la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'octroi de l'indépendance des peuples colonisés. On évoque d'ailleurs l'idée selon laquelle les nations dites civilisées ont défini le système politique et juridique des nations non civilisées. Ces dernières étant le produit du droit international, apparaissent donc après l'État en Afrique. Toutefois, l'idée de nation en Afrique peut être recherchée dans les tendances nationalistes qui ont précédé la décolonisation. C'est d'ailleurs dans une analyse plus démonstrative que certains auteurs comme Mary Eliou, 1977, Basil Davidson, 1980, ou Jean Coppan, 1980, expliquent qu'en soumettant les populations colonisées à un certain nombre de contraintes, le régime colonial a permis l'émergence de la conscience nationale et a contribué au renforcement des cohésions. À titre d'exemple, des personnalités comme Mani Kongo, roi du royaume du Congo, Makoko, roi de Bateke au Congo-Brazzaville, Nimi, roi de Kuba en rez-de-chaussée, Sundiata Keita, empereur de l'Empire du Mali, Kimpa Vita pour le Congo, Nyanda Makita pour le Gabon, ethnie Punu, sont des nationalistes qui ont tenté de résister aux actions coloniales pour préserver l'intégrité de leur territoire et leurs richesses. Ils sont aussi, selon Rodrigue Ngando Sanjay 2013, porteurs, au même titre que Philippe Auguste, Jeanne d'Arc et autres, de l'idée nationale, au sens historique, dans le contexte africain bien avant l'avènement de l'ordre juridique moderne en Afrique. L'idée de nation serait donc née en réaction à la domination coloniale. Au demeurant, le mode africain du nationalisme se distingue des théories classiques de la nation, en ce qu'il ne découle ni de la conception volontariste, ni des considérations objectives, notamment la langue, le territoire, la culture. Le nationalisme africain est au contraire le résultat d'une philosophie née de la contestation de la politique coloniale. Mais, au sortir de la décolonisation, les dirigeants africains francophones ont décidé chacun de construire un État-nation selon le modèle occidental. B. L'État-nation postcolonial, un modèle importé. L'histoire de la construction de l'État-nation postcolonial en Afrique a longtemps été présentée comme celle d'un modèle venu d'ailleurs. Cette position est généralement justifiée par la méconnaissance de la réalité historique propre à l'Afrique, dans le processus de la formation et de la gestion de l'État-nation. En effet, la plupart des analyses contemporaines concernant les constructions nationales, notamment dans les pays africains, se basent sur un modèle centré sur le rôle fondateur quasi exclusif de l'État hérité du pouvoir colonial, dont la mission consisterait à faire table rase des réalités ethniques. Cette affirmation laisse entendre que l'État-nation africain est dès le départ considéré comme un pâle reflet du modèle occidental qui s'est imposé par le biais de la colonisation, sans prendre en compte la question de la diversité nationale. On le sait, en Afrique francophone comme ailleurs, la décolonisation, en tant que phénomène politique, a permis l'extension du système politique et institutionnel de l'ex-puissance coloniale à l'ensemble des pays francophones d'Afrique. Au fond, l'indépendance des États africains dans les années 1960 est présentée comme le moment des importations des traditions occidentales. On le voit par exemple dans le discours du président camerounais adressé à la nation camerounaise en 2010. L'héritage politique des indépendances était la construction d'une intégration à partir des groupes humains dont les divergences étaient plus importantes que les convergences. En d'autres termes,
Vu comme un modèle importé, l'État-nation postcolonial africain est inadapté aux réalités endogènes, particulièrement le fait ethnique. Or, l'ethnie peut être vue comme l'expression de la nation en Afrique. Elle est la formation sociale d'une nation, parce qu'elle est construite sur les mêmes fondements que la nation, c'est-à-dire la langue, l'histoire, la culture et le sentiment d'appartenir à la même communauté. Il est dès lors évident qu'ignorer le fait ethnique dans le processus de formation de l'État reviendrait à créer un État sans la nation. En clair, il faut préciser qu'en excluant les identités ethno-régionales concurrentes, en choisissant le parti unique comme seul mode de gouvernement susceptible de garantir l'unité nationale, les acteurs politiques africains ont fait de l'appartenance ethnique un véritable ennemi de l'État qu'il faut combattre, c'est-à-dire un facteur de désunion nationale. Pourtant, la doctrine de l'État-nation au lendemain de la décolonisation considérait que les États africains n'étaient composés que d'ethnies ayant chacune une histoire. En réalité, en éliminant le droit à la différence, comme en France, les constituants d'Afrique francophone n'ont voulu accorder aucune reconnaissance juridique aux communautés ethniques considérées comme n'étant pas en adéquation avec le principe d'unité nationale. C'est dire que l'État importé, fondé sur l'idéal jacobin, a favorisé l'hégémonie d'un groupe ethnique sur les autres communautés nationales. Dès lors, on comprend mieux ces mots de Norbert Roland 1986. En Afrique noire et dans l'océan Indien, les nouveaux États ont souvent adopté les conceptions unitaires du droit léguées par l'ex-colonisateur, avec d'autant plus de vigueur que leurs dirigeants redoutent que l'unité nationale soit mise en péril par la reconnaissance des identités ethniques et culturelles. L'héritage colonial reste un des faits marquants de l'échec de la construction de l'État-nation en Afrique. En effet, par leur schéma mimétique, les élites africaines postcoloniales ont adopté des modèles institutionnels dont la compatibilité avec les réalités sociologiques de leur pays entretient le doute. C'est d'ailleurs à ce propos que certains auteurs persistent à affirmer que l'État-nation, tel que transposé en Afrique, est un facteur d'insécurité, en ce sens que par mimétisme institutionnel, il emprunte le décor typique aux États occidentaux sans pour autant en épouser l'esprit qui leur donne corps et signification, M. Tshiyembe, 1990. En se référant à cette idée, on peut déduire que seules les réalités propres à l'Afrique, notamment les réalités ethniques, peuvent donner corps et vie à ce que pourrait être l'État-nation africain, donc sa véritable signification. Cette observation montre l'échec de la prise en compte du fait ethnique dans la construction de l'État-nation postcolonial en Afrique francophone, largement calqué sur le modèle occidental, estimé comme le seul qui vaille, en occultant les réalités proprement africaines. 2. L'échec de l'État-nation postcolonial. Dans un article intitulé L'Afrique au prisme de l'ethnicité, perception française et actualité du débat, René Otaïek 2001 souligne que, par opposition, l'État moderne, colonial puis postcolonial s'affirme d'emblée comme un entrepreneur identitaire hégémonique, son projet ultime consistant à imposer, fût-ce par la violence physique ou symbolique, l'identité nationale. Se voulant universaliste et porteur exclusif de l'idée de progrès, il va donc travailler opiniâtrement les identités particulières afin de susciter le sentiment d'appartenance nationale. En réalité, plus d'un demi-siècle après les indépendances, l'État-nation postcolonial est probablement l'organisation politique de la société globale la plus fantomatique de l'histoire de cette seconde moitié du XXe siècle, M. Tshiyembe, 1990. Ainsi, l'insécurité est la conséquence directe de cette organisation politique, en ce sens que dans l'État-nation postcolonial, seul le groupe ethnique le plus influent détient le monopole du pouvoir au détriment des autres groupes ethniques. Dès lors, nul ne doute que l'État-nation africain est devenu plus qu'un facteur d'insécurité, c'est un modèle en crise d'identité. De plus, il est également admis que l'unité supposée être le fondement de l'État-nation n'a été qu'un moyen au service du pouvoir politique. B. À l'État-nation africain, un modèle en crise d'identité. Au lendemain des indépendances, la question relative à la construction de l'État-nation en Afrique est sur la sellette. En effet, les multiples contestations, notamment ethniques, au sortir des indépendances justifient la crise de l'État-nation africain, à cause de son inadaptation aux réalités de la société africaine, qui remettent en cause la crédibilité de ses structures.
Certains y voient même un modèle qui souffre d'un mal profond, sinon congénital. Ainsi, militant pour la nécessité de repenser l'État-nation en Afrique, Herman Yameogo, 2013, s'interrogeant sur l'origine de la crise de l'État africain, a abouti au constat selon lequel la définition de l'État telle que conçue par les constitutionnalistes demeure insuffisante, en ce sens qu'elle élude une condition essentielle, c'est-à-dire une potentialité à survivre, sinon à vivre, car lorsqu'on observe l'évolution de l'État-nation en Afrique, on s'aperçoit qu'il ne suffit pas d'avoir un territoire, une population, un pouvoir politique pour avoir un État. Il faut que cette entité aspirant aux prérogatives de l'État ait les possibilités naturelles, économiques non seulement de faire vivre la population, mais de lui donner le sentiment d'un devenir collectif. Au fond, on peut considérer qu'il s'agit là d'une dimension qui manque dans le processus de formation de l'État-nation africain. Comment alors comprendre la crise de l'État-nation postcolonial ? Tout d'abord, la crise de l'État-nation postcolonial est le résultat de la période coloniale. En effet, avant la colonisation, les sociétés africaines étaient des entités quasi homogènes, avec des modes d'organisation atypiques basés sur les valeurs traditionnelles. À en croire les travaux de Cheikh Anta Diop, 1960, les chefferies d'Afrique noire, avant l'arrivée du colon, étaient caractérisées par un certain nombre de principes de gouvernance de leur société. Selon lui, l'Afrique au sud du Sahara présentait dans le fond une même structure sociale et un même mode de production et d'échange au plan économique, et essentiellement caractérisée par le principe de l'oralité et l'absence d'une culture de bureaucratie au sens occidental du terme. Le principe de communauté des biens, et donc l'absence de la propriété au sens du droit romain, la redistribution obligatoire des surplus et le devoir d'assistance mutuelle. C'est à Diop, 1960. En réalité, c'est la rencontre avec le colon qui a profondément bouleversé le fonctionnement, voire l'organisation des sociétés traditionnelles africaines, même si cette affirmation mérite d'être relativisée. C'est donc occidentalisation des valeurs africaines qui a entraîné les peuples, les communautés ethniques, dans un climat de confusion jusqu'au lendemain de la décolonisation. Comme le constate Moyila Chiyembe, 1990. Au sortir des indépendances dans les années 1960, l'État-nation africain paraît ressembler à quelque chose d'autre. Son organisation politique est probablement la plus fantomatique de l'histoire de cette seconde moitié du XXe siècle, puisque tout le monde en parle mais personne ne sait finalement de quoi il s'agit et quel est son projet de société. Ensuite, l'organisation institutionnelle ou politique actuelle de l'État-nation en Afrique noire francophone rend témoignage du bilan mitigé du processus de formation de l'État postcolonial. Ce bilan présente les signes d'un échec caractérisé par les mouvements de contestation ou de revendication, observés partout en Afrique au lendemain des indépendances. Ces mouvements d'extrême violence ont généralement débouché sur des irrédentismes ethno-régionalistes. C'est le cas de la rez-de-chaussée avec le mouvement indépendantiste katangais du 11 juillet 1960, ou encore de la problématique de la région de Casamance au sud du Sénégal, opposant pendant près de 20 ans le gouvernement national au mouvement séparatiste des forces démocratiques de la région. C'est le même problème au Congo-Brazzaville, où la structure sociale est marquée depuis les indépendances par les affrontements ethniques entre le nord et le sud du pays. De même, au Rwanda, tout comme au Burundi, le conflit éternel entre les Hutus et les Tutsis est un cas qui interpelle depuis des décennies la conscience de moult théoriciens de l'État. Dans cette situation de désunion nationale, les institutions tant politiques que sociales de ces pays ont été fortement fragilisées, notamment par un discours politique souvent empreint de divisionnisme. Dans le même esprit, l'Afrique de l'Ouest, avec le conflit Touareg, nous offre un véritable cas de contestation territoriale touchant plusieurs pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Ce mouvement Touareg tente à déstabiliser la vie institutionnelle de ces pays, et donc empêche la construction d'un État-nation, comme le dit Herman Yameogo, 2013. Ce mouvement de contestation constitue une véritable épine dans le processus de formation de l'État-nation, dans ces pays. Ces contestations, souvent d'origine ethno-régionaliste, conduisent dans une certaine mesure à des coups d'État parfois à caractère ethnique qui traduisent l'intervention de l'armée dans la sphère politique. Il est vrai que les choses sont parfois complexes, mais les coups d'État observés au Rwanda en 1973,
puis en 1994 et au Burundi en 1965, puis en 1993, ont été orchestrés sous la bannière ethnique. Au regard de ces observations, force est de constater que toutes ces contestations ethniques, ces coups d'État, évoquent jusqu'à un certain point le problème de l'incapacité des dirigeants africains francophones à prendre en compte les réalités locales dans les structures étatiques. L'État postcolonial a donc connu ses limites vis-à-vis de la nature pluriethnique de sa société. Une telle situation ne peut que déboucher sur une remise en cause de l'État-nation africain, à qui l'on reproche de ne pas avoir assuré l'intégration des groupes ethniques dans la gestion de l'État. Ainsi, aussi longtemps que les ethnies resteront en marge de la vie publique, ces mouvements de contestation ci-dessus évoqués, qui sont en réalité une remise en question des institutions étatiques héritées du colon, seront loin de se terminer. Ceci laisse entendre que les dirigeants africains, notamment francophones, sont constamment tentés d'adopter les modèles occidentaux. Autrement dit, la doctrine majoritaire, notamment celle de l'anti-occidentalisme constitutionnel déjà évoquée, dénonce l'hypocrisie des dirigeants africains qui, bien qu'utilisant un discours moraliste réprimant les valeurs dites occidentales, s'accommodent malgré tout du modèle occidental dans ce qu'il a d'ostentatoire pour ignorer les réalités sociales. En réalité, si les dirigeants africains ont fait de l'ethnicité l'ennemi à exclure dans la construction et la gestion de l'État, il n'en demeure pas moins qu'ils en ont fait une véritable arme politique pour accéder au pouvoir. Ces dirigeants se servent de l'ethnicité comme prétexte pour affirmer leur autoritarisme et accaparer le pouvoir. En fin de compte, les États africains, en faisant table rase de leurs spécificités dès les indépendances, ont opté pour l'intégration des principes critiques de l'héritage colonial. En outre, même si l'ethnicité peut être hypocritement considérée comme une menace à la cohésion nationale, en Afrique, elle n'est pas une grande muette, mais une bavarde. C'est elle qui fait et défait les régimes politiques en général. L'unité nationale nécessaire à la formation de l'État-nation est ainsi devenue un moyen instrumentalisé par les acteurs politiques. B. L'unité fondant l'État-nation, un moyen au service du pouvoir. La question de l'échec de l'État-nation postcolonial en Afrique se pose encore avec acuité. La répétition des conflits identitaires nés de l'impossibilité de fédérer les différents groupes ethniques, mieux encore, de les réconcilier avec les structures étatiques, montre la crise de l'unité nationale dans certains pays d'Afrique. C'est en cela qu'Hassan Mbaye, 2010, affirme que le mythe de l'État-nation fondant l'unité nationale n'a été qu'un instrument au service de l'unité du pouvoir. Cette situation de désunion nationale a plongé l'État postcolonial dans une exacerbation des crises sociopolitiques, et est donc la première source des conflits ethniques. Ainsi, la transmission en Afrique francophone des modèles étrangers est devenue un objet d'étude chez les juristes afin de justifier la fragilisation de l'unité nationale, ou encore la crise de l'État-nation. D'ailleurs, Ousmane Famagan Konaté le dit clairement en ces termes. Cette unité nationale, si fragile du fait de la multiplicité des cultures, ethnies ou tribus, a su confluer dans un contexte hostile à la colonisation. La chimère ne dure qu'un temps, le projet de construction d'États nationaux était à la fois irréalisable et inefficace. Parce que le particularisme ethnique et culturel était une règle dans la plupart des États, mais surtout l'idéologie du développement se substitua à celle de l'État national. C'est dire que si la colonisation peut être vue comme une époque importante de rupture avec les modes traditionnels d'organisation et de fonctionnement des sociétés africaines, la décolonisation a, quant à elle, amplifié l'écart entre les nouveaux États et les réalités sociales sur lesquelles ils avaient vocation à exercer leur domination. Pour mieux appréhender ce démantèlement de l'unité nationale, il importe de se référer au régime des partis uniques nés au lendemain des indépendances. Ces régimes de partis uniques, nés de la pratique constitutionnelle, voire de l'instrumentalisation de la Constitution par les dirigeants africains, ne relèvent nullement de la pratique du mimétisme du système occidental, mais plutôt d'une volonté politique de résorber le particularisme ethnique afin de consolider l'unité nationale. Autrement dit, cette pratique dont l'objectif consistait à éviter de faire de l'ethnie un élément structurant de la vie politique, a finalement abouti sur une logique de captation du pouvoir par un groupe. Elle est devenue l'une des causes de dissipation du lien de solidarité nationale, car en Afrique,
les gouvernants s'identifient d'abord à leur appartenance ethnique. Dès lors, le communautarisme devient roi et facilite en conséquence la privatisation des États africains par une famille, une tribu ou un groupe ethnique. En effet, les nouveaux dirigeants africains ont pernicieusement ethnicisé l'administration des États d'Afrique francophone et ont donc tout naturellement confondu l'État et leur famille. En tirant les conséquences de cette privatisation du pouvoir étatique, Moussa Konaté 2010 affirme que cette situation enferme les pays africains dans une espèce de népotisme, clientélisme, tribalisme, car en refusant d'aider sa famille, même de façon illégale, un fonctionnaire consciencieux mettrait en cause la sacro-sainte solidarité, donc la volonté supposée de l'ancêtre. Cette situation est le fait de l'existence des partis uniques qui, au nom de l'unité et au lieu de fédérer toutes les unités nationales, n'ont été qu'un pâle reflet de la concentration du pouvoir par un clan ou une ethnie qui a privatisé les administrations publiques. Il en ressort donc qu'une telle pratique apparaît assez dommageable pour l'unité nationale, car l'appartenance à une ethnie est devenue un moyen de dégradation du lien social, et donc un instrument au service du pouvoir. Ainsi, au lendemain des indépendances dans les années 1960, plusieurs chefs d'État africains francophones, convaincus de l'idée de solidifier l'unité nationale, ont volontairement fait preuve d'une certaine malignité pour asseoir leur pouvoir. Le cas du Cameroun semble constituer un exemple d'école. En effet, dès les indépendances, le président Amadou Ahidjo déclarait « L'exaltante épreuve de la construction nationale exige une infrastructure solide, mais ayant tout de même une charpente psychologique, je veux dire des hommes dévoués à la cause commune sans lesquels la cohésion recherchée est un mythe sans prise sur la réalité. » Ainsi, poursuit-il, nous avons préconisé le parti unifié et le parti unique pour réaliser l'unité nationale indispensable. On comprend, à la lumière de cette déclaration, que les ruses utilisées par le président Ahidjo pour la réalisation de l'unité nationale n'avaient pour finalité que la création d'un grand parti unique, en l'occurrence l'Union nationale camerounaise, UNC, visant à fédérer tous les Camerounais, alors même que l'article 3 de la Constitution camerounaise de 1961 établissait le pluralisme politique. Le pays continuait ainsi, à cause de la volonté d'un homme, à vivre sous le régime du parti unique. Pierre-François Gonidec, 1976, pense que cette situation pouvait se justifier par des raisons d'ordre économique, mobiliser la totalité des énergies de ce pays, d'ordre politique, l'unité nationale est encore à faire, d'ordre social, on ne peut parler de l'existence de différentes classes sociales en Afrique. Ces raisons ne sont pas originales. Tous les dirigeants africains les invoquent pour justifier l'existence du parti unique ou, alternativement, pour interdire tout parti politique. Fort de cette vision, le président Paul Biya, actuel président du Cameroun, avait décidé lui aussi de marcher sous les auspices de son prédécesseur en instaurant, en mars 1985, un parti unique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. On notera par ailleurs que d'autres pays d'Afrique francophone ont connu cette pratique de confiscation du pouvoir politique par un parti au nom d'une prétendue unité. Tel est le cas du Parti congolais du travail au Congo-Brazzaville, 1969, du Parti démocratique gabonais, 1968, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, 1960, du Rassemblement démocratique centrafricain en RCA 1987, du Mouvement national pour la révolution culturelle et sociale au Tchad 1973, du Parti de la révolution populaire béninoise 1972, etc. La situation est pire au Zaïre, actuel rez-de-chaussée, avec le Mouvement populaire de la révolution, MPR du président Mobutu considéré comme un parti-État et ayant pour thème central chaque Congolais est dès sa naissance membre effectif du MPR. Ainsi, créé par le président Mobutu après son coup d'État en 1965, sous le prétexte de rétablir l'union nationale, le MPR, parti-État, n'était pas l'émanation de la volonté du peuple, mais c'était le peuple qui était l'émanation du parti. Le préambule de la Constitution du Zaïre, actuel rez-de-chaussée, du 15 août 1974 l'affirmait clairement en ces termes. Nous, peuple zaïrois, réunis au sein du mouvement populaire de la Révolution, guidés par le mobutisme,
convaincu que seul le mouvement populaire de la Révolution permet au peuple zaïrois de garantir son indépendance politique, économique, sociale et culturelle. On notera d'ailleurs les répercussions de cette idéologie dans les administrations publiques où chaque jour, avant de commencer le travail, les administrés devaient s'adonner à un exercice du culte de la personnalité avec des slogans tels que « Mobutu »,« OY accent aigu accent aigu »,« MPR », OY accent aigu accent aigu. Il en est de même au Rwanda, où le président Juvenal Habyarimana, une fois arrivé au pouvoir, institue en 1974 le Mouvement révolutionnaire national pour le développement, MRND, comme parti unique. Ainsi déclare-t-il : « Je sais que le pluralisme a ses partisans, mais pour ma part, j'ai opté sans hésitation pour le parti unique. » C'est en cela que l'article 7 de la Constitution rwandaise de 1978 consacre le principe du parti unique en ces termes. Le peuple rwandais est organisé au sein du Mouvement révolutionnaire national pour le développement, formation politique unique hors du cadre de laquelle nulle activité politique ne peut s'exercer. Le Mouvement révolutionnaire national pour le développement a pour mission d'unir, stimuler et intensifier les efforts du peuple rwandais en vue de la réalisation de son développement dans la paix et l'unité nationale. Tout Rwandais est de plein droit membre du Mouvement révolutionnaire national pour le développement. De ce fait, comme en rez-de-chaussée, chaque Rwandais est dès sa naissance membre du parti. En somme, on peut dire que l'unité fondant l'État-nation en Afrique a été fortement instrumentalisée par les dirigeants politiques, dans la mesure où l'instauration des partis uniques a rendu possible la personnification du pouvoir politique. Comme on peut le constater avec Moyila Tshiyembe, 1990, le pouvoir s'incarne dans un homme concentrant sur sa personne non seulement tous les instruments de la puissance, mais également toute la justification de l'autorité. À ce titre, sont confondus dans la personne qui commande, à la fois l'exercice et la propriété du pouvoir. Dès lors, à défaut de dire l'État c'est moi, plusieurs chefs d'État africains, comme indiqué plus haut, préfèrent se retrancher derrière l'expression père de la nation ou unité nationale pour justifier la personnification du pouvoir. Ainsi, on a pu observer au Zaïre rez-de-chaussée les expressions suivantes: Mbokabo, Moko, Tabo, Moko, Katabo, Moko, ce qui signifie un pays, un parti et un seul père. En réalité, l'unité nationale prônée par ces chefs d'État n'est qu'un instrument qui fait écho à leur discours politique, en faisant croire aux populations qu'il n'y a que deux options politiques. Soit l'instauration d'un pouvoir autoritaire afin de consolider l'unité nationale, soit le choix du multipartisme qui aurait comme conséquence les conflits interethniques. L'unité en question reste donc un mythe. Cette situation reflète par ailleurs la nature mimétique des constitutions africaines postcoloniales. Section 2. La question du mimétisme constitutionnel en Afrique. À en croire Gerty Essling, 1996. Lorsque dans les années 1960, la majorité des pays africains accédèrent à l'indépendance, ils adoptèrent une constitution calquée en général sur le modèle préval dans la métropole. Ainsi, dans les premières constitutions des anciennes colonies françaises peut-on trouver une ressemblance profonde avec la Constitution française de 1958. Cette adoption massive de constitutions occidentales par les nouveaux États a souvent été qualifiée de mimétisme, imitation ou transplantation. Par ces mots, il résume parfaitement le constitutionnalisme d'importation qui a prévalu en Afrique depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, les années 1990, qui annoncent l'avènement de la démocratie pluraliste en Afrique francophone, sont également caractérisées par un regain de mimétisme constitutionnel, avec des dispositions plus proches que jamais des systèmes occidentaux. Luc Sinjun, 1995, le dit clairement en ces termes: les nouvelles constitutions africaines marquent plus ou moins l'existence d'une culture juridico-politique, universelle, transcendant les particularismes et relativisant l'existence d'une irréductibilité africaine. Ce choix du mimétisme constitutionnel, qui ignore les spécificités africaines, s'est au fil du temps révélé comme un échec. Par ailleurs, cet échec peut aussi s'expliquer par le phénomène de l'internationalisation du pouvoir constituant, qui peut être vu, dans une moindre mesure, comme une cause de méconnaissance des réalités identitaires.
1. Le choix du mimétisme constitutionnel. Les constitutions africaines d'après les indépendances ont été sévèrement critiquées en raison de leur inadaptation avec les réalités sociales, proprement africaines. Ainsi, certains auteurs affirment que la caractéristique fondamentale du constitutionnalisme des États africains serait d'être sans réel impact. Celui-ci serait affecté d'une crise permanente, due à son inadéquation, à son inapplication et à son ineffectivité. P. Moudoudou, 2015, J. Dubois de Gaudusson, 1996, J. Monsieur Breton, 2005. Il est ainsi reproché de manière parfois contradictoire aux constituants africains d'avoir opté pour un réflexe mimétique dans les années 1960. A. Ce choix du mimétisme a par la suite été instrumentalisé par les dirigeants politiques à des fins de captation du pouvoir. B. A. Le réflexe mimétique des années 1960. La question de l'importation en Afrique du constitutionnalisme a toujours fait l'objet de nombreuses études des constitutionnalistes spécialistes de l'Afrique. Elle se pose fréquemment en termes de mimétisme ou de réception du droit constitutionnel. Ainsi, réfléchissant sur le mimétisme constitutionnel, Jean-Marie Breton, 2005, fait une analyse pertinente du constitutionnalisme en Afrique, basée sur l'évolution des constitutions des pays d'Afrique francophone. En effet, l'histoire constitutionnelle des pays africains au lendemain de la décolonisation, estime-t-il, a connu au fil du temps des succès et des revers. C'est en outre, ajoute-t-il, dans un paysage social, culturel, économique et politique extrêmement diversifié dans le champ continental, et à travers des séquences temporelles dépourvues de véritable cohérence, que le constitutionnalisme africain a été confronté à la problématique diachronique complexe de son émergence, de son élaboration, de sa structuration, de son expérimentation, de sa réactualisation et de sa légitimation. L'on comprendra, à travers cette démonstration, les circonstances d'apparition ainsi que les différentes phases justifiant le choix du mimétisme constitutionnel par les dirigeants africains après les indépendances. C'est dans cette perspective que les constitutions d'après les indépendances, encore appelées les constitutions de la première génération en Afrique, c'est-à-dire celles de la période allant des années 1960 jusqu'aux années 1990, sont directement inspirées du système institutionnel occidental hérité de la période coloniale. Plusieurs raisons peuvent ainsi justifier ce réflexe mimétique en Afrique. En premier lieu, les processus d'accession à l'indépendance, très divers, ont été influencés par la volonté des puissances colonisatrices, notamment le respect des systèmes politico-économiques français, britanniques, espagnols, portugais, belges ou italiens. Cette dynamique a conduit la plupart des jeunes États africains, dès leur accession à l'autonomie, sur la voie du mimétisme constitutionnel. Ce réflexe mimétique se justifiait semble-t-il par des raisons conjuguées de rapidité, de continuité et de simplicité, car l'indépendance étant souvent acquise à travers un processus accéléré, il était donc question de s'inspirer du modèle colonial. C'est d'ailleurs ce qui justifie le constat selon lequel ces jeunes États se sont imposés sur la scène internationale au cours de la décennie 1950 à 1960 et se sont dotés d'institutions très fréquemment et largement calquées sur celles de leur ex-métropole. Ces institutions sont le résultat de l'héritage tant politique qu'intellectuel de la puissance colonisatrice et ont été conçues avec son assistance, lorsque ce n'est pas directement par lui. J. Monsieur Breton, 2005. Au fond, même si cela reste à nuancer, certains auteurs estiment que la plupart des constitutions africaines ont été rédigées par le colon avant même la décolonisation. Comme le souligne Dimitri Georges Lavrov, 1976, lorsqu'il écrit « L'adoption des textes constitutionnels par les États francophones d'Afrique noire fut tout d'abord directement commandée par l'ancienne puissance coloniale. » En termes plus clairs, Gérard Connac 1979 précise également que à l'origine la plupart des constitutions africaines ont été élaborées à une époque où les pays africains n'étaient pas indépendants, c'est-à-dire à une époque où l'influence du colonisateur était encore considérable, où le rôle prédominant était joué par les autorités exécutives coloniales ou nationales. C'est le cas de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, où le président de la République, Maurice Yaméogo, est revenu de Paris en 1959 avec un projet de constitution que Jacques Foccart avait préparé sur mesure et à la carte, à l'intention des pays africains. Concrètement,
l'importation des textes constitutionnels par les pays africains francophones a eu une double conséquence. D'un côté, le système d'organisation institutionnelle de ces pays était imposé, pour reprendre les mots de Dimitri Georges-Lavrov, 1976, par la force des choses, notamment l'adoption par les ex-territoires d'outre-mer du projet de constitution du 4 octobre 1958, malgré la place limitée Q'. Il accordait à la négociation avec les élus africains, qui ont fini par accepter le statut de la communauté franco-africaine que prévoyait cette constitution. De l'autre côté, les nouveaux États devaient parfois adopter les constitutions prédéterminées par la métropole. C'est le cas dans les ex-colonies belges, en particulier le Congo belge, actuel rez-de-chaussée, dont la première constitution a été élaborée par un comité unissant les acteurs politiques du pays et les représentants du gouvernement belge, puis promulguée par le roi des Belges. En réalité, le pouvoir constituant originaire des pays d'Afrique francophone était en partie limité et conditionné par les éléments imposés de l'extérieur. D.G. Lavrov, 1976. Dès lors, nul ne doute que cette occidentalisation des constitutions africaines exclut la diversité historique et les spécificités propres à chaque État africain dans l'élaboration des textes constitutionnels. Il n'est donc pas étonnant de relever qu'en Afrique, faute d'institutions adaptées, la démocratie ne fonctionne pas convenablement. En deuxième lieu, les constitutions africaines d'après les indépendances sont également le produit d'une élite politique africaine occidentalisée, formée essentiellement dans les universités métropolitaines. On reproche à cette élite d'avoir choisi les modèles occidentaux, en ignorant l'originalité des structures africaines. C'est ainsi que tout le système politique ou administratif demeurait, faute de toute hiérarchie alternative, aux mains d'une bureaucratie de fonctionnaires et d'agents eux-mêmes façonnés par les méthodes, les comportements, les valeurs et les schémas fonctionnels de l'ex-métropole coloniale. J. M. Breton 2005. En conséquence, les dirigeants politiques africains peuvent s'accorder le loisir de manipuler les constitutions à leur guise sans tenir compte des aspirations des populations. C'est ainsi que par la suite, notamment au Congo-Brazzaville, en rez-de-chaussée, au Tchad, au Gabon, au Burkina Faso, au Sénégal ou encore en Guinée, certaines dispositions constitutionnelles relatives aux limitations de mandat de chef d'État avaient été supprimées afin de leur permettre de demeurer au pouvoir. Au regard de ces considérations, on notera que l'importation des dispositions constitutionnelles en Afrique francophone est la conséquence des indépendances, période où la plupart des constitutions africaines sont calquées sur le modèle du colon, notamment celui de la Constitution française du 4 octobre 1958. Ce mimétisme postcolonial est donc ce que Dominique Darbon, 1993, qualifie de mode particulier d'ingénierie sociale, caractérisé par l'importation concrète ou diffuse, plus ou moins massive, de technologies institutionnelles externes, ayant vocation à s'insérer dans un environnement. À cet effet, on relèvera que le choix du mimétisme constitutionnel par les constituants africains peut donc se justifier par les circonstances d'apparition des nouveaux États africains. En effet, en accédant à l'indépendance, ces États devaient, dans l'urgence, se doter de nouvelles institutions en s'inspirant du modèle occidental considéré comme viable et ayant déjà fait ses preuves. En outre, l'une des raisons pouvant également justifier cette importation peut être l'amateurisme des constituants africains des années 1960 qui, ne possédant aucune culture constitutionnelle, ont été influencés par le modèle occidental. Dès lors, force est de constater que la volonté de mimer une constitution extérieure a parfois amené le constituant à projeter dans la norme suprême des attentes et des exigences très fortes, parfois très éloignées de la réalité. F. d'Argent 2017. Il faut par ailleurs préciser que ce mimétisme a été considéré comme une pratique constitutionnelle instrumentalisée, en Afrique francophone. B. L'instrumentalisation du mimétisme constitutionnel, un facteur de méconnaissance du fait ethnique. Il convient de préciser d'emblée que le mimétisme juridique en soi peut être, certes, une cause d'échec, mais c'est surtout son instrumentalisation à des fins de captation du pouvoir qui conduit souvent à l'insuccès. Ainsi, dans la plupart des pays africains francophones, la constitution adoptée dans les années 1960 a été fortement instrumentalisée par la volonté des dirigeants politiques qui, voulant demeurer au pouvoir,
ont fermé les yeux sur la nécessité de concilier le droit importé avec les réalités sociales de leur pays. La mise en place des régimes de parti unique, qui ne relèvent nullement de la pratique occidentale et qui consacrent une hyper-présidentialisation en Afrique francophone, est un tournant majeur de cette logique d'instrumentalisation du mimétisme à des fins de patrimonialisation et de captation du pouvoir politique. Ainsi, le mimétisme de camouflage et de légitimation devient alors la cause de l'échec du constitutionnalisme par une réception erronée des modèles constitutionnels assortis d'une pratique à sens unique en faveur d'une caste dirigeante, F. d'Argent 2017. La constitution issue du mimétisme, dénaturée à tous les points de vue, se trouve ainsi dans l'incapacité à la fois de saisir les réalités ethniques et de résoudre les conflits sociaux. En réaction à cette instrumentalisation de la Constitution à des fins personnelles, plusieurs auteurs proposent une nouvelle approche de l'État qu'on pourrait qualifier des États ethniques, principalement soutenus par certains juristes, comme Pierre-François Gonidec, 1993-2008, Girosatanga Rigno 2010, Adama Akpodar 2013 ou encore Kofi Adzinonu, 2002. Ces auteurs ont tous en commun de dire que les constituants africains doivent mettre fin au déni constitutionnel de l'ethnicité par l'institutionnalisation de la question ethnique, pour mieux la maîtriser, au lieu de l'ignorer juridiquement. Suivant cette approche, force est de constater qu'en occultant le caractère pluriethnique de leur pays, les constituants d'Afrique francophone se sont plongés, pour reprendre les mots d'Alain Andois 2012, dans une myopie constitutionnelle. Plusieurs conflits politiques ou post-électoraux résultent souvent de l'absence de véritable prise en compte de la composition humaine des collectivités étatiques, ethnies, africaines, Pemoudou, 1995. En réalité, chaque peuple est caractérisé par ses spécificités, ses valeurs, notamment la langue, les coutumes, l'histoire, le droit devant de ce fait être le signe recognitif de la société, comme l'explique Marcel Mauss, J. Poirier, 1950. Ainsi, les constituants africains ne doivent plus se contenter de n'évoquer le fait ethnique que pour mieux l'exclure de toute expression formelle, mais surtout, le reconnaître dans la formation et la gestion de leurs États. Il ressort de cette analyse que la Constitution doit refléter les réalités spécifiques à chaque peuple. Tel est le cas de certains pays occidentaux, France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, ayant certes subi l'influence de la civilisation romaine, mais dont les constitutions qui épousent les réalités spécifiques à chaque peuple diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre. Il est donc paradoxal que les pays africains dont l'histoire a connu une évolution différente depuis 2000 ans au moins, et dont le fondement culturel est spécifique, ont adopté des constitutions analogues à celles des anciennes métropoles, Aka de Tambela 2006. On pourra dès lors se demander s'il est nécessaire de se contenter d'un constitutionnalisme d'importation, qui occulterait hypocritement les faits têtus des réalités ethniques. À partir de cette interrogation, il est important de souligner que les constituants africains francophones doivent, pour progresser, prendre le parti des ethnies et accepter les États africains tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec leurs diversités internes. Ceci suppose que les dirigeants africains acceptent de modifier la forme de l'État, pour l'ajuster aux réalités sociales, Pemoudou, 2015. Comme déjà indiqué, il en résulte que le mimétisme des constituants africains dissimule tout simplement leur incapacité à reconnaître véritablement la réalité ethnique. Ceci introduit assurément, pour reprendre les mots de Adama Akpodar 2013, un malaise dans le droit constitutionnel à travers des signes inquiétants. Pour éviter que le constitutionnalisme africain oscille entre régression et incohérence, les constituants africains, notamment ceux de l'Afrique francophone, doivent se passer de l'utilisation abusive qui est faite du fait ethnique, et ouvrir les yeux sur l'ethnicité considérée comme facteur de développement socio-culturel du continent. De même, les analyses sur la vie politique africaine ont généralement abouti à des crises sociopolitiques causées par des luttes identitaires, en l'occurrence les ethnies. Ainsi, dans une approche plus explicative, Girosatanga Rigno 2012 part d'un constat des luttes politiques en Afrique qui, selon lui, sont dues à la non-prise en compte du fait ethnique par les constituants africains, car dans leur poursuite sans fin de la modernité politique et constitutionnelle occidentale, les élites africaines ont choisi de ne pas voir les faits têtus qui contredisent au quotidien leur schéma mimétique. Elles préfèrent inscrire dans leur constitution des principes et des dispositions
qui ignorent les réalités sociales et politiques de leur pays. Cette pensée révèle incontestablement la myopie des constituants africains, voire l'origine étrangère des constitutions africaines, fondées sur le modèle constitutionnel occidental, tout en ignorant les réalités sociales et politiques africaines. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.